Bonjour, je suis Daniel Beau et pour la troisième année, je vais avoir le plaisir de vous faire un décryptage des tendances du brand content avec cette année en fil rouge la question d'un brand content qui soit à la fois pérenne et efficace. Alors pour cet exposé qui sera riche en illustrations, je vais aborder 8 thèmes après une brève introduction. Euh, qui sont tous autour de ces enjeux de créer de la valeur dans la durée, de faire non pas des opérations de contenu isolées, mais qui s'inscrivent dans un écosystème. Alors, pour me présenter, je dirais que ça fait maintenant une trentaine d'années que je fais des études dans le marketing et au sujet des marques, et j'ai eu l'opportunité de publier un certain nombre de livres, dont récemment 2 ouvrages réédités ou édités, Brand Culture en 2019 avec Raphaël Lelouch, et puis Brand Content dont le sous-titre est Les clés d'une stratégie éditoriale efficace et pérenne, avec comme co-auteur Pascal Somariba en juin 2020. Et c'est cet ouvrage qui va nourrir une bonne partie des éléments que je vais évoquer aujourd'hui. Alors, pour démarrer, je vais quand même commencer par cet ouvrage Brand Culture et évoquer un élément clé qui est l'idée qu'une marque, c'est un agrégat, c'est un pôle de densité sémantique et que dans cet agrégat, on trouve les produits, la communication, les lieux, les techniques, les contenus. Et donc les contenus sont une des composantes de l'agrégat. Une bonne façon de se rendre compte de ce que c'est qu'un agrégat, c'est de taper le nom de la marque, de prendre la marque dans Instagram, parce qu'Instagram, c'est comme un espèce de pêle-mêle ou concentré de brand culture. En fait, quand on prend Instagram, il y a deux façons de l'aborder. Soit on va sur le site officiel de Moët et Chandon, comme vous avez là sur la gauche, et on a tous les contenus qui émanent de la marque. Et puis, soit on tape hashtag Moët et Chandon, et là, on voit tous les contenus qui émanent des consommateurs, des influenceurs, des passionnés. Et en fait, l'univers de marque, c'est bien l'association des deux, et les contenus doivent être capables de prendre en compte ces deux facettes. Une autre manière de se rendre compte de la brand culture, c'est de taper le nom de la marque dans Google Images. Tapez Chanel dans Google Images et vous voyez un enchevêtrement de signes qui composent la brand culture de Chanel. Donc la marque, c'est un agrégat, un pôle de densité sémantique, mais qui est en interaction avec son environnement. Il est en interaction avec les médias, les évolutions technologiques, et les communautés, les tendances sociétales. Et donc tout l'enjeu, c'est d'être capable d'emprunter et d'apporter à son milieu, donc d'être inscrit dans son environnement et d'évoluer avec ces tendances. Donc le contenu, et donc le brand content, c'est une des composantes de la brand culture, à côté de la publicité des produits, mais aussi à côté des éléments comme les hommes, les aspects physiologiques, les lieux, etc. Un bon exemple pour comprendre comment contenu et culture cohabitent, c'est de regarder la marque Itsu, qui est une marque en Angleterre de produits sushi et produits assez légers. Vous avez dans ce mur d'images des éléments qui sont à la fois des produits, des bouteilles de détox, des plateaux repas, ou de la fameuse chips d'algues hyper légères. Et puis vous avez des contenus comme un livre de recettes hyper légères ou des contenus type le volleyball. Et on voit bien que la culture de Itsu, qui est une culture de la légèreté, eh bien, elle s'exprime à travers aussi bien ses produits, ses contenus, ses opérations promotionnelles, puisqu'ils ont une opération où ils vendent systématiquement à moitié prix les produits en fin de journée. Et le contenu, en particulier le contenu qui figure sur le plateau repas Itsu, contribue à expliciter la brand culture. Donc le contenu a comme fonction d'éclairer l'arrière-plan culturel des marques. Voilà, on a parlé de la brand culture, ça permet de bien situer les choses. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le détail
du brand content en général, et en particulier évoquer la méthodologie des piliers de contenu, qui est une méthodologie que l'on doit à mon co-auteur Pascal Somariba, qui a eu la chance de travailler pour beaucoup de médias et qui donc a importé cette approche qu'il utilise pour les médias au service des marques. Donc l'idée de base, c'est qu'une marque, elle a plusieurs piliers éditoriaux qui chacun fait l'objet d'une approche éditoriale spécifique. Alors le mieux pour en parler, c'est de prendre un exemple. La marque Havana Club, elle a donc un univers éditorial très complet et très riche, avec un premier pilier qui est autour de la production du rhum, qui inclut des éléments sur les acteurs de la production, sur les méthodes de production et de fabrication. Ils ont un deuxième pilier sur la consommation du rhum et sa dégustation, avec toute une série de contenus sur la mixologie, le mojito et les différentes recettes de cocktails. Et puis, ils ont un troisième pilier de contenu autour de la culture cubaine, qui s'appelle Havana Cultura, et qui regroupe des contenus et même une curation d'artistes de Cuba, aussi bien musiciens, cinéastes que danseurs ou auteurs. Et donc tout ça, ça permet de comprendre que une stratégie éditoriale inscrite dans la durée, elle est composée de plusieurs piliers, qu'elle est au service d'une mission éditoriale, en l'occurrence promouvoir la culture cubaine pour promouvoir Havana Club. Et le succès d'Havana Club, ça vient en particulier d'une approche très exigeante dans la curation d'artistes, qui fait qu'on a un univers artistique très qualitatif pour valoriser l'imaginaire et magnifier la culture Havana Club. Alors, pour illustrer la méthode des piliers de contenu, nous avons eu l'occasion de l'appliquer sur Moulinex, et avec l'autorisation de la marque, je voudrais vous donner quelques éléments clés, et en particulier vous montrer comment on a construit la réflexion autour de la stratégie éditoriale. Donc, d'abord, la mission éditoriale, qui est une des composantes de la stratégie des piliers. Dans le cas de Tefal Moulinex, on voit que la mission de l'entreprise, c'est de rendre accessible à tous une alimentation faite maison, saine et savoureuse, en proposant à nos consommateurs des moments de partage et des produits qui simplifient la cuisine au quotidien. Sur un plan éditorial, ça a donné une mission assez claire, qui est encourager et accompagner une alimentation faite maison, saine et savoureuse au quotidien. La deuxième composante d'une stratégie éditoriale, c'est le ciment. Le ciment, ce sont les valeurs, les attributs émotionnels et expressifs de la marque qui vont donner de la cohérence au contenu produit. Dans le cas de Moulinex, on a identifié 5 composantes du ciment. Première composante, plaisir partagé, convivialité, générosité. Ensuite, familial, quotidien, vraie vie, optimisme. Du contenu qui soit serviciel, astucieux, ingénieux. Simplicité, praticité, accessibilité, facilité. Et puis, innovation, performance, efficacité. Donc, voilà tous les mots-clés qui désignent le ciment qui va donner la cohérence et le socle de valeur pour la production éditoriale. Ensuite, il y a une troisième notion qui est l'approche éditoriale. C'est-à-dire, ce sont les angles, les tons, aspérités qui différencieront le contenu et lui donneront sa cohérence. Donc, il y a plein de manières d'appréhender un même sujet. On peut l'appréhender de manière humoristique, ou au contraire hyper expert, ou très efficace. Dans le cas de Moulinex, l'approche éditoriale, elle se veut simple, mais pas simpliste ni superficielle. Elle se veut pédagogique, notamment pour ceux qui démarrent et qui se limitent à la cuisson des pâtes. Elle est dans le faire, elle est décomplexée, elle est dans le réalisme. Par exemple, en s'autorisant à parler d'ingrédients surgelés dans les plats, elle est intéressante pour la santé et elle permet d'augmenter le savoir-faire. Par ailleurs, dans les autres notions autour de la stratégie de pilier de contenu, il y a l'idée de positionnement éditorial, de territoire éditorial, de thématique et de sous-thématique. Ce sont les fameux piliers et sous-piliers. Pour tous ces éléments, je vous renvoie au livre où on détaille tous ces éléments. Et donc, la question du choix des piliers, elle est faite avec une pertinence à la fois pour la marque et pour la cible. Et dans le cas de Moulinex, on a, et puis plus généralement dans les stratégies de sélection de piliers, il y a toujours l'originalité,
l'attractivité, l'utilité et la générativité, c'est-à-dire le fait d'être sur un territoire fertile qui garantit la pérennité du sujet et du territoire. Donc, dans le cas de Moulinex, parmi les piliers qui ont été retenus, il y a le fait maison, avec en particulier le fait à maison à emporter, les restes, le dressage, et également tout ce qui concerne le savoir-faire made in France, avec la production française des ustensiles Moulinex, la sécurité, l'innocuité, la qualité des matériaux, la possibilité de réparer le matériel. Voilà quelques illustrations de ces éléments. Pour bien comprendre ce que c'est qu'une bonne stratégie éditoriale, eh bien, il faut s'intéresser aux marques qui ont été le plus loin dans ce domaine, et c'est ce qu'on appelle les Best Content Brands. En fait, c'est une notion qui est utilisée depuis une dizaine d'années, notamment aux États-Unis, cette notion de, non pas de brand content, mais de content brands. En fait, on pourrait résumer par l'idée, ce sont des marques qui placent le contenu au cœur de leur stratégie. Et nous, on a souhaité, après avoir créé le Grand Prix du Brand Content avec Emmanuel Prache, il y a maintenant une douzaine d'années, développer un label qu'on appelle le Best Content Brands, qui est un label d'excellence pour les marques qui ont développé des stratégies de contenu exemplaires. Ce label, on l'a pas encore lancé officiellement, on a commencé à travailler, on a commencé à faire des sélections, et je voudrais vous montrer le résultat de ce travail de recherche qu'on a pu mener autour des Best Content Brands. Et en particulier, je vais vous en citer quelques-unes qui sont assez évidentes. Louis Vuitton a un écosystème éditorial extrêmement abouti, avec en particulier 3 grands piliers autour du voyage, de la mode et de l'art. Mais on peut aussi citer Uniqlo, qui a des contenus qui émanent essentiellement du Japon, mais qui a des contenus très intéressants sur la mode, le sport, la technologie, l'art et sur son origine japonaise. Heineken, je vous propose de nous y attarder un peu plus longtemps parce que au-delà du fait que leur écosystème, il mélange de l'événementiel, du support physique, du support digital, des lieux et également des contenus audio. Ce qui est intéressant, c'est de constater la richesse et la diversité des piliers. Donc, le premier pilier de Heineken, c'est la musique avec Green Room. Green Room qui donne lieu à la fois une présence dans des festivals, mais également à des contenus éditoriaux. Ensuite, il y a un pilier sport qui se trouve dans le football, mais pas uniquement, puisque dans le sport, il y a notamment toute une activité sur le e-sport et sur l'aspect participatif du sport, et également les légendes du sport. Il y a un pilier biérologie, donc un peu l'équivalent de la mixologie, la biérologie, donc sur les aspects gustatifs de la bière, avec un endroit absolument incroyable qui est le musée Heineken, qui s'appelle Heineken Experience à Amsterdam, que je vous invite à visiter. Et au-delà de la biérologie, donc qui met en valeur le savoir-faire des brasseurs, qui crée des concours de biérologues, il y a un dernier pilier qui est un pilier autour de la bouteille, avec ce fameux verre Heineken, qui donne lieu à des contenus aussi bien esthétiques que techniques autour de la bouteille. Et avec ce panorama rapide que je viens de vous passer, on se rend compte de l'intérêt de s'inscrire dans la durée et d'avoir un certain nombre de piliers qu'on alimente régulièrement au fil des années. Alors, 5e thème, je voudrais aborder aujourd'hui, les contenus à forte valeur d'usage. En effet, la question qui se pose, c'est comment garantir la pertinence d'une stratégie de contenu. Donc, on peut résumer, qu'est-ce qui fait un bon ou un moins bon contenu? Un bon contenu, c'est un contenu enthousiasmant, passionné, sincère, fiable, facile d'accès, orienté utilisateur, innovant, qui facilite la vie, qui est diffusé au bon moment, alors qu'un mauvais contenu, du point de vue des consommateurs, c'est des contenus superficiels, pauvres, qui sont du remplissage, qui deviennent un prétexte, qui font perdre du temps, qui sont génériques, qui sont inutiles.
ou qui sont intrusifs. Et une manière de comprendre ce qui fait un bon contenu, c'est de parler du flow, hein, le fameux psychologue hongrois qui a théorisé le flow, c'est-à-dire cette idée qu'il faut produire des contenus qui soient suffisamment sophistiqués et riches pour ne pas être dans l'ennui, mais pas trop complexes pour ne pas tomber dans l'incompréhension. Hein, l'idée, c'est d'avoir un contenu qui est adapté aux capacités du public et qui soit stimulant, exigeant, mais qui reste compréhensible. Autre point clé important à avoir en tête, c'est le fait que le contenu, c'est un activateur de comportement. Il est au service d'une stratégie de vie. Trop souvent, on a une vision un peu classique du contenu. On se dit, bah oui, je crée du contenu pour m'approprier un thème, pour informer en général, pour passer du temps, pour découvrir, pour apprendre. En fait, quand on regarde la réalité, le contenu, c'est une interface pour nourrir un comportement. Il a vocation à remplir une fonction, interagir avec les autres, agir sur soi. Donc, il faut se poser la question de la fonction perlocutoire du contenu. Je ne fais pas que informer, je donne des outils à mes lecteurs, spectateurs, pour qu'ils puissent les mettre en œuvre dans leur quotidien. Alors, en tant que société d'études, ma thèse, c'est que les études, c'est une aide stratégique pour créer du contenu. Pas simplement pour évaluer la pertinence d'un contenu, mais même pour le créer, et en particulier pour créer un contenu qui soit riche et abondant, qui soit profond et qui soit pertinent. Et parmi les types de méthodologies qui permettent de faire du bon contenu, il y a tout ce qui permet d'explorer les usages et qui se permet de créer des observatoires. Je vais vous illustrer ça à travers deux exemples. Donc d'abord les observatoires. Beaucoup de marques ont créé des observatoires. L'observatoire du bonheur de Coca-Cola, Urbanistique sur la ville par J.C. Decaux, l'observatoire CTLM, qui est un des plus vieux observatoires de marques. Il y a beaucoup d'observatoires qui donnent du fond aux marques pour créer du contenu. En effet, un observatoire, ça permet d'accumuler des cas, d'avoir une compréhension d'un phénomène dans sa profondeur et dans sa largeur. Nous-mêmes, nous avons eu l'occasion de monter un observatoire pour SoLocal qui s'appelait Idées locales. Et dans le cadre de cet observatoire, d'analyser un certain nombre de lieux de marque dans le cadre d'un ouvrage qui a été publié. On a monté pour Clépierre un observatoire des pop-up stores avec plus de 500 pop-up stores analysés. Et cet observatoire a permis, dans un premier temps, de produire un livre qui est accessible également en PDF. Et par la suite, Clépierre a mis en place une newsletter hebdomadaire sur les tendances des pop-up stores. Alors, je voudrais terminer ce sujet de l'observatoire en prenant le dernier exemple sur lequel nous avons travaillé, qui est pour Orange Pro. En fait, Orange Pro nous a demandé de produire 25 articles pour aider les TPE-PME à mieux se digitaliser. Et voici des exemples d'articles que nous avons publiés à leur demande. Mais ce qui est intéressant dans le travail qui a été mené, c'était qu'on a commencé par analyser un très grand nombre de sites de TPE-PME pour comprendre quels étaient les ressorts et les dimensions de ces sites. Le fameux call to action, comment fonctionnent les call to action pour les PME, comment sont utilisées les galeries photos, comment donner envie de contacter via un site. Donc des questions très simples, directement opérationnelles pour les pros. Donc dans cette démarche, l'objectif c'était de se faire la voix des petits pros un mécanisme d'écriture du contenu que je vous livre a consisté à aller du général au particulier, c'est-à-dire d'alerter sur une problématique spécifique d'un pro, de contextualiser, de montrer en quoi ça concerne les petits pros, de donner des conseils et de déboucher sur la solution Orange. Ça permet, cette démarche en entonnoir, d'éviter que les contenus soient trop commerciaux ou non pertinents. Et je vous montre ce que ça donne. Comment donner envie de vous contacter via votre site? Voilà le sujet de l'article. Donc, on explique utiliser un formulaire, revaloriser votre numéro de téléphone, prenez l'initiative. Et à la fin, il y a l'offre Orange. Donc, on voit bien alerte, conseil et à la fin seulement une offre Orange pertinente par rapport à ce besoin.
Donc, après cet axe observatoire, il y a un deuxième axe qui est l'axe des astuciers. C'est, d'une manière générale, les consommateurs sont friands de tout ce qui est contenu malin, trucs et astuces, tips. D'ailleurs, il suffit de voir tous les sites système D, astuces pratiques qui existent, qui montrent cette attente de conseils pratiques, créatifs et originaux. Alors, premier exemple d'astucier, ayant eu l'occasion un jour d'aller passer quelque temps à Hambourg, le chauffeur de taxi, au moment de remettre la facture, donne un guide, un Wegbegleiter, donc un guide conseil avec plein d'astuces pour bien visiter Hambourg. Et ce qui est intéressant, c'est que ce guide touristique, il avait été produit à partir des conseils des chauffeurs de taxi eux-mêmes. Donc, un espèce de regroupement de tips de chauffeurs de taxi. Voilà un autre astucier très sympa, c'est Whiskas, qui a inventé ou invité à créer des meubles d'éveil pour les chats, des perchoirs, des griffoirs, des hamacs spéciaux pour chats. Alors, il y a un sujet de l'année, hein, c'est la raison d'être, la responsabilité, etc. Je voudrais vous dire quelques mots là-dessus. D'abord, le marketing responsable, pour qu'il soit efficace et pertinent, il faut qu'il soit stratégique, qu'il soit holistique, qu'il concerne non pas un petit bout de l'offre, mais la totalité, qu'il soit singulier, qu'il soit pas générique de tout le monde, qu'il soit pertinent, qu'il s'inscrive dans la durée, qu'il soit collaboratif. Et qu'il intègre à la fois un bénéfice consommateur, une crédibilité et qui joue sur la transparence et l'humilité. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que parmi les grandes marques qui sont connues pour leur démarche responsable, il y a Stella McCartney qui, elle, insiste beaucoup sur sa vision des matériaux, en particulier l'absence de fourrure et cette idée de fourrure végétale qu'elle a développée. Everlane a une approche dans ses fiches produits où elle propose aux consommateurs de cliquer pour visiter les usines où sont fabriqués les produits Everlane. Sanitol détaille les ingrédients de son offre, puisque la promesse de Sanitol, c'est l'innocuité. Il est important de bien expliquer en quoi les produits ont des avantages en termes d'innocuité. Et puis, la sécurité, c'est un sujet important aussi dans la RSE. Quand vous vendez des masques de plongée, comme le fait Decathlon avec EasyBreath, c'est essentiel de donner tous les conseils pour se prémunir des risques et pour se protéger et avoir conscience des dangers du monde sous-marin. De même, quand vous êtes légaux, vous devez alerter pour les moins de 3 ans sur le risque d'étouffement des petites pièces. Voilà, Decathlon, un autre exemple sur tous les dangers autour du vélo, toute une série de contenus qui alertent sur les risques et qui, à la fin du petit film, vous propose une série d'outils, casque, éclairage, gilet, afin de vous protéger vis-à-vis des risques du vélo. Voilà une illustration de la problématique RSE. Alors, sur les sujets de RSE, il y a une thématique qui est essentielle et qui est un peu sous-estimée, qui est la responsabilité esthétique des marques. Hein, il n'y a pas, dans le travail de responsabilité, il n'y a pas que le fait de faire bien, de faire attention à la planète, de faire attention aux hommes, de faire attention à la consommation électrique, à la bilan carbone. Il y a aussi le fait d'être vigilant en ce qui concerne l'empreinte esthétique et en ce qui concerne le bien-être des consommateurs et des populations. Alors, je voudrais d'abord saluer le fait que Paris, en 2021, a décidé de se doter d'une nouvelle doctrine d'aménagement de l'espace public en lançant une démarche participative sur le design urbain. Et cette approche, cette volonté de définir une doctrine esthétique, ça rejoint des travaux de recherche que nous, on suit avec intérêt, comme ceux de Gernot Böhme ou de Gilles Lipovetsky, sur l'esthétisation du monde et sur le capitalisme artiste. Cette idée que les entreprises, avec le capitalisme, ne vont pas uniquement vers la massification, vers la productivité, mais également vers un monde
enchanteur, où la stimulation des sens, la sensorialité, l'esthétique sont clés. Alors, dans ce monde esthétique, il y a les écrans et l'affichage digital. Les écrans, ben, ça peut être aussi bien des expositions photographiques, comme on a pu le voir, Gare de Lyon cet été, avec des affiches rétroéclairées. Mais c'est aussi le fait que les écrans, ils envahissent nos villes. Pas simplement les emplacements traditionnels pour les 4x3, mais aujourd'hui, les murs, les piliers, les plafonds, les sols sont recouverts d'écrans. Et puis, phénomène montant, on a pu constater notamment avec les boutiques de luxe, le fait que les écrans, les lumières, les couleurs sont de plus en plus omniprésentes dans ces rues de la capitale, avec un jeu lumière, couleur, écran tout à fait intéressant. Je voudrais en particulier saluer l'initiative de Louis Vuitton à côté de la place Vendôme, dans leur flagship à proximité, où ils ont éclairé avec des spots lumineux qui changeaient de couleur la façade. Et donc on voit sur le côté droit le morceau de rue où les passants pouvaient déambuler, qui était éclairé par un spot. Donc ce phénomène de l'empreinte esthétique, de l'esthétique, est quelque chose qui paraît clé dans le contenu. Donc le contenu, ce n'est pas que du message, c'est aussi de l'ambiance, c'est un univers visuel qu'il faut soigner. Autre manière d'aborder le sujet, c'est les œuvres d'art. Hein. De plus en plus d'entreprises se dotent d'œuvres d'art pour magnifier l'univers. Alors, parmi les plus remarquables, il faut citer Station F, avec le Xavier Niel, passionné d'art, qui a décoré ce lieu avec de très belles œuvres. Et également Jacques-Antoine Granjon, chez Vente Privée, nouvellement appelé VP, qui a également beaucoup d'œuvres d'art. On peut aussi citer Kering, dans le 7e arrondissement, qui est un musée à ciel ouvert. Et puis des bars comme Patrick Roger, le chocolatier, qui accorde une grande attention à l'architecture et au design. Et puis, dernier point que je voudrais citer, qui est dans le prolongement de cette question esthétique, qui est les écrans digitaux, le DOOH, le Digital Out of Home. Donc, les écrans digitaux, on en a de toutes sortes, des tout petits, des très grands, dans les vitrines, dans l'extérieur, à l'intérieur des boutiques. Il y en a de tout format, et c'est un contexte de diffusion du contenu qui est très intéressant parce qu'il est à la fois moderne et innovant, il est captivant pour l'œil, hein, il attire le regard, il se détache, il est vivant, il est animé, il est coloré et il est esthétique. Il donne un style à la ville. Néanmoins, il faut vraiment répondre aux exigences de ces écrans, hein, parce que les contenus qui sont pauvres, ordinaires, gratuits ou distractifs sont quand même assez fortement rejetés par les consommateurs. Il faut aller vers du contenu informatif, qui va droit au but, facilement mémorisable, qui est riche visuellement et qui utilise des images de qualité, puisque ce sont des écrans de haute définition, autant que cette haute définition soit sublimée par des images à la hauteur de ces écrans. Alors, parmi les grandes vertus du DOH, il y a le côté in situ, hein, c'est ici et maintenant. Donc là, on a un magnifique exemple sur M&M's, le magasin M&M's World, qui a un panneau juste au-dessus du magasin qui renvoie à la fois au magasin lui-même, et puis là, on voit même qu'il renvoie à l'Empire State Building qui est juste au-dessus. Donc, le fait d'utiliser les contenus, de mettre des contenus in situ en rapport avec le lieu où ces contenus sont diffusés, c'est ça qui est essentiel. Et puis, également, j'insistais tout à l'heure sur l'aspect HD. Les écrans permettent de mettre en valeur des objets, des gros plans, des visages, des expressions. Il faut utiliser cette capacité-là pleinement si on veut en profiter. En effet, les écrans permettent d'apprécier des détails de manière inédite,
de faire des hyper gros plans. Il suffit de se promener dans les magasins Darty, Boulanger, Fnac pour voir comment les écrans 4K ou 8K sont valorisés avec des photos et des univers visuels magnifiques. Donc nous, pour réfléchir au DOH, on a été à l'initiative d'une étude sur le potentiel créatif et informatif de l'affichage digital que nous avons proposé à la profession et que nous allons approfondir en 2021. Alors, pour terminer cette intervention, je voudrais vous signaler que, outre l'intervention d'aujourd'hui sur la stratégie de brand content pérenne, je vais aborder le mercredi 3 février le product content, qui est un sujet très intéressant et très important, que je vous propose d'évoquer en 2-3 mots. Le product content, c'est cette idée d'un contenu éditorial qui accompagne la décision de l'achat, et avec un type de contenu orienté produit qui permet de donner l'impression de toucher le produit, de vivre avec des exemples asiatiques qui sont particulièrement illustrés et richement illustrés. Il y a beaucoup de marge de progression pour les fiches produits et la communication produit en France, mais dans le plus bel exemple de communication produit qu'on a pu voir cette année, je voudrais citer ce fameux message de Eva Longoria, qui a été diffusé notamment via L.fr, qui montre comment on peut se faire de la coloration à domicile de façon simple. Eva Longoria l'a appliqué à son propre cas de façon magistrale. Et puis Dyson, qui est assez incroyable dans sa capacité à créer des contenus qui aident à bien comprendre la pertinence et l'intérêt de leurs produits et à bien les utiliser, avec une grande économie de moyens et un lieu étonnant à découvrir qui est le Dyson Demo Store qui se trouve à l'Opéra. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que tous ces thèmes vous auront intéressé et je vous donne rendez-vous pour d'autres sujets autour du brand content et du product content. À très vite. All for Content 100% digital, une production Dot Events et Broadcast Associés.